Chers camarades, sympathisants et bien sûr amis, 6 mois se sont écoulés depuis l'élection du jupitérien président Macron, depuis l'ascension au pouvoir de son gouvernement réactionnaire et de ses députés au garde à vous. 6 mois de surenchère antisociale, d'attaques en règle contre le code du travail, contre les travailleurs de notre pays, du public comme du privé, et contre la jeunesse qui voit son avenir malheureusement s'assombrir toujours plus. Jeunes étudiants, travailleurs ou chômeurs, nous sommes absolument tous concernés par la casse sociale qui nous attend. Baisse des aides au logement, précarisation des contrats de travail, casse du CDI et du CDD, sélection à l'université bien sûr. Qu'on ne se trompe pas, le gouvernement macronien n'est pas du côté de la jeunesse populaire. Sous couvert d'économie et de réformes soi-disant modernistes, notre Macron des Bois prend toujours plus aux pauvres pour donner davantage aux riches. Jetant les jeunes au pied du mur, ne leur donnant plus que le choix entre s'adapter à la start-up modernité ou bien se marginaliser dans le camp des fainéants, des extrémistes ou des cyniques. En somme, rien de nouveau sous le soleil de France. Obéissant aux exigences de la Commission européenne, le gouvernement, l'ancien gouvernement Valls, avait déjà fait le minimum de ce qu'il faut faire, d'après Jean-Claude Juncker, président de la dite commission. Comprenez qu'en termes de régression sociale, l'Union européenne en attend bien plus de la part de notre gouvernement. Arrive donc, en mai dernier, au pouvoir, le grand chouchou de la grande presse néolibérale. Obéissant lui aussi aux fameuses GOPÉ, les GOPÉ européennes, les grandes orientations de politique économique, Macron veut aller plus loin encore, se payant le luxe, évidemment, de se passer de la vie des Français, prétextant tirer sa légitimité de son élection en exerçant son pouvoir à coup d'ordonnance. Rappelons au passage que Jupiter est le président le plus mal élu et le moins représentatif de toute la Ve République. Il en est également de même de sa majorité à l'Assemblée nationale. Dans le sillage de ces ordonnances, disons-le clairement, la jeunesse française va morfler et venir gonfler les chiffres du chômage. Cette précarisation forcée n'a qu'un seul but, nous faire petit à petit accepter n'importe quel emploi, n'importe quelle tâche, peu importe les conditions. La casse du code du travail n'a d'ailleurs d'autre but que de nous désarmer, de nous désorganiser face à l'offensive du grand patronat, nous privant de nos syndicats, préférant pour nous, bien évidemment, le bénévolat associatif innocent ou l'engagement civique, imaginez être payé 17 heures pour 35 heures de travail, au plein engagement dans son métier qui est le fait d'adhérer, de participer à son syndicat. Et qu'en est-il du plein engagement dans ses études? Sacrifiées sur l'autel de la subsistance pour une bonne partie d'entre nous, les études sont toujours aussi peu conciliables avec un travail le soir ou le week-end. Comment étudier et réfléchir correctement quand on tire des journées de plus de 12, 13, voire 14 heures? À long terme, c'est l'avenir intellectuel français qui est mis à mal, sélectionné petit à petit pour répondre aux seules exigences de la rentabilité. Bien sûr, il y aurait tant à dire sur la destruction programmée de notre pays, que ce soit sur le plan institutionnel, culturel, historique ou social. Tout cela fera l'objet d'ailleurs de nombreux débats durant tout le week-end sur le stand du PRCF. Mais comment peut agir la jeunesse? Comment pouvons-nous agir, nous qui représentons le futur de ce pays? Pays voué par Macron, le MEDEF et l'Union européenne à n'être qu'une zone géographique coincée entre quelques montagnes et quelques fleuves. Devons-nous nous résigner à n'être que de jeunes actifs, dynamiques et motivés, des start-up citizens ayant un projet, trouvant leur bonheur dans l'accomplissement auto-entrepreneurial et individualiste, ou bien à nous voir rejeter de la société, traités de fainéants du fait de notre incapacité ou de notre refus de nous plier à la mondialisation capitaliste et à son cortège de destruction, de contradictions et de bêtises. Est-ce là donc tout ce qu'on nous propose? Nous refusons ce soi-disant état des choses qui ne serait que la marche normale de l'humanité selon ces gens. Mais comment mobiliser et organiser notre jeunesse encore trop peu nombreuse mardi dernier? Elle qui en 2016, à plus de 65% se disait prête à participer à un mouvement social de grande ampleur. Elle qui a su bousculer nos organisations syndicales durant le combat contre la première loi travail. C'est de cela que nous vous proposons de discuter aujourd'hui. Aussi, je vais laisser la parole aux deux prochains intervenants, mes camarades Simon et Tristan, qui vont approfondir ces différents sujets. Et dans un second temps, évidemment, nous vous proposerons un temps de discussion. Nous aurons l'occasion d'échanger, voilà, pendant 30 minutes, ou peut-être plus, si ça vous dit. Merci à vous. Je passe la parole à Tristan.
bonjour. Ah, attends. Ça va comme ça? Ah. Alors moi, je vais plutôt parler des causes de démobilisation des jeunes pour la politique. Et c'est un film sur quoi on devrait travailler. Ouais, comme ça. Ok. Alors, par exemple, l'UNEF a sorti il y a pas longtemps un rapport sur le coût de la vie étudiante. Il pointait que ce qui coûtait le plus cher pour les étudiants, c'était d'abord le logement et le transport. Oui, je vois que tu fais. Tu confirmes? Confirme. Par exemple, pour donner un exemple concret pour les franciliens, c'est l'augmentation du pass Navigo de 73 à 75,20 € par mois. Ça fait quand même cher dans le budget. Bon, je ne vais pas le rappeler pour les APL, ni pour le fait qu'ils pointent que le manque de logement couche oblige les étudiants à se tourner vers les logements privés alors que c'est plus cher. Alors, moi ce que je voudrais parler, c'est par exemple plutôt du rapport sur le salariat, enfin, de ce qu'ils disent sur le salariat. Parce qu'ils plantaient le salariat comme l'un des principaux moyens de financement des études et aussi l'un des principaux facteurs d'échec. En effet, les bourses étant pas très élevées et les critères assez restrictifs, souvent ce qui permet de financer les études, c'est d'abord la solidarité familiale, puis le salariat. Sauf que paupérisation obligeant, eh bien, les familles ont de plus en plus de mal à payer et donc c'est de plus en plus de travail qui va permettre de faire ces études. Actuellement, c'est 46% des étudiants qui sont obligés de travailler à côté et dans cela, il y en a 50% qui considèrent que c'est vital pour eux. Et comme l'a rappelé aussi le camarade, eh bien, il y a de nombreuses études qui montrent que c'est pas tenable avec les études. La plupart des bons étudiants, c'est ceux qui ont tout le temps d'étudier et qui n'ont pas de travail à côté. Voilà, donc c'est forcément inégal. Généralement, on pourrait dire que c'est toute la société qui est paupérisée et beaucoup de jeunes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le dire, la plupart des classes populaires, il n'y a pas que les jeunes, mais il y a des jeunes dedans qui se désintéressent de la politique. Mais par exemple, on a eu cette année un exemple criant, c'est législative. Il y a plus de 50% des personnes qui ont refusé de se rendre au premier tour législatif, et encore plus en second. Dans cela, il y a beaucoup de jeunes. C'est compréhensible, la plupart du temps, les politiciens ont une attitude hautaine envers eux, et au fond, ils viennent les voir qu'au moment des élections pour essayer de repasser, mais ça ne fait pas illusion. Aussi, pourquoi les classes populaires elles n'ont pas de elles ne se mobilisent? Les jeunes des classes populaires se mobilisent peu, c'est aussi je pense parce que la plupart des partis politiques, et je compte le PCF et la France dedans, finalement, c'est pas tellement les classes populaires qui essayent de mettre dans leur camp, c'est plutôt les classes moyennes. Notamment on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon, qui au lieu d'être franc sur l'Union Européenne à dire on sort, il a toujours été évasif. À un moment donné, il disait quelque chose, de l'autre il disait non, pour essayer de récupérer les électeurs d'amont et les classes moyennes dans son rang. Stratégie qu'on n'est pas forcément payé, il faut le dire. Ensuite, ils ont souvent l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, que quand ils votent quelque chose, de toute façon ça ne revient à rien. Bon, c'est un exemple, et c'est vrai, bon, c'est un exemple célèbre, mais le référendum de 2005, la majorité des ouvriers ont voté contre, et finalement ils ont quitté Lisbonne 2 ans après. Bon, c'est une partie de constitution, mais c'est pas la même chose. Et pour celui qui serait, dans ce cas-là, jeune, quartier populaire, qui n'aurait pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion, eh bien, il se choperait un certain nombre d'attaques racistes de certains politiciens qui sont toujours prompts à diviser les Français, de même que de certains policiers qui, du moment où ils ont une plaque et dans certains quartiers, se considèrent un peu comme tout permis. Aussi, dû au scandale médiatique, eh bien, il y a l'idée que on ne peut rien y faire, que les politiciens sont tous pourris. Donc il y a une montée de l'indifférence chez les premiers concernés par toutes les politiques de casse du code du travail ou des acquis sociaux. Et c'est très inquiétant parce que moi je parle des fois avec des gens qui sont effectivement des... moi je l'avoue, je suis plutôt des classes moyennes, mais je parle avec des gens qui sont des quartiers populaires et eux ils voient très bien ce qui arrive. Ils voient très bien la situation rampante du pays, la merde dans laquelle on va être, mais ils pensent que de toute façon ils ne peuvent rien y faire, donc ils ne vont rien faire. Et, ou alors, s'ils ne font pas rien, il va y avoir des révoltes, mais des révoltes qui sont plus des manifestations du désespoir. Et dans ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas laisser faire ça. Ensuite, je voudrais parler de quelque chose qui touche plus les jeunes des milieux aisés ou des classes moyennes, c'est l'engagement associatif. Alors, vous savez, il y a des sondages qui disent que les Français détestent
les partis, les médias et les syndicats, mais 52% accordent confiance aux assos. Et son étude de France Bénévolat, c'est chez les jeunes où il y a le plus, ce que ça augmente le plus l'engagement associatif. Je ne suis pas anti-associatif, mais par contre, j'ai plusieurs critiques à leur faire. D'abord, c'est une activité essentiellement dépolitisante et qui peut mener des fois à des aberrations de l'histoire. Par exemple, dans celles qui ont le but d'aider les plus démunis. Ce qu'elles font souvent, c'est détourner les gens des causes vers les conséquences. Ainsi, au lieu de chercher pourquoi, par exemple, pour celui qui est dans la rue, pourquoi il est arrivé dans la rue, quel est le système qui a mené lui et tant d'autres dans la rue, eh bien on va plutôt s'intéresser à lui personnellement, pourquoi il est arrivé comme ça. On va plus chercher à l'aider, mais pas chercher à comprendre pourquoi il est arrivé comme ça, pour éviter que à l'avenir d'autres personnes se retrouvent à la rue. Donc ainsi, le capitalisme à ce moment-là devient invisible. Et d'ailleurs, intéressant de les mots utilisés, il parle de défavoriser et non d'exploiter. Sauf que défavoriser, c'est le mec qui n'a pas de bol. Exploiter, c'est celui qui a, ça veut dire que quelqu'un a mis sur son dos. C'est pas du tout la même chose. Quelque chose qui m'avait choqué, c'était l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire qui notait ça, c'est que certains des jeunes engagés dans l'associatif venaient parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent acquérir certaines compétences valorisables sur le CV. C'est par exemple parler en public, savoir organiser des événements, avoir un carnet d'adresses. Donc ainsi, quand on nous présente toujours ça avec le mot fraternité, solidarité, bon, ça semble être une vaste plaisanterie. Et surtout pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les associations caritatives, elles sont quand même... tout le monde en fait l'apologie, aussi bien les hommes politiques que les hommes d'affaires. Et il faudrait savoir pourquoi. Moi je pense que c'est parce que l'État veut se désengager des services publics et à la place demander aux riches d'être philanthropes. Donc à la place d'avoir un service public qui se traite tout le monde de manière égale, eh bien on va demander aux mêmes qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux ou délocalisés en Roumanie d'être sympas avec ceux qui ont foutu dans la rue. Bon. Ensuite, on ne peut pas dire non plus que se développe pas chez les jeunes aisés aussi bien que pauvres l'esprit d'entreprise ou la start-up nation présenté par Macron et les médias en général, que ce soit BFM TV, enfin, au cinéma ou les séries télé. Cette idée assez stupide que l'individu en fait sort de rien, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de milieu social, il va pouvoir sortir de rien et faire du business, devenir riche, créer son entreprise. C'est une idée très individualiste qui est vraiment, moi je trouve stupide parce qu'elle ne repose sur rien, mais surtout qui est fondamentalement fausse parce que la plupart des entreprises qui se créent et qui arrivent quand même à réussir et à monter, elles ont quand même un capital économique de départ. Ouais. Et ce qui m'emmène au dernier point, je pense aussi pour expliquer pourquoi les jeunes sont si peu mobilisés actuellement, c'est que le mouvement ouvrier il est très faible. En même temps il est attaqué d'une part par l'État, le patronat et par l'Union Européenne. L'Union Européenne, il faut le rappeler, n'a pas été créée pour maintenir la paix, mais juste pour faire du commerce et pour lutter contre le communisme. Donc c'est pas du tout un projet social comme on en entend souvent. Mais après tout, on a déjà connu pire comme situation, on s'en est quand même sorti, oui, sauf qu'il y a quand même une montée de l'indifférence terrible chez les premiers concernés par ce genre politique, et comme je l'ai dit, ils vont pas forcément faire quelque chose face à ça, pas forcément réagir, et à côté de ça, on n'a pas les dirigeants politiques et syndicaux qu'on mérite. Ils sont au relais des réformistes, et ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Mais pour tout ce qui est de comment on peut essayer de les remobiliser, je vais plutôt passer la parole au camarade Simon. Oui, bonjour. Bon, c'est la première fois que je parle à un micro, je crois. Donc oui, je voulais rebondir sur un truc qui est Tristan et qu'on remarque souvent, on se parle généralement avec des camarades, etc., de classe. C'est qu'en réalité, le discours, oui, les politiques sont tous pourris, les politiciens, etc., en tout cas les partis, on peut comprendre qu'il y a un dégoût, effectivement, vis-à-vis des partis traditionnels, du CPS qui a un cadre très dégueulasse, etc. Mais la haine, disons, de la représentativité, oui, personne ne me représente, je suis représentable, etc., ça peut mener aussi au pire fascisation politique des régimes non représentatifs qui ne prétendent pas d'ailleurs incarner la volonté populaire, etc. Avant de commencer mon intervention, je vais d'abord plutôt parler de quelques recommandations et de quelques rappels
théoriques beaucoup plus généraux, puisque les JRCF, donc les Jeunes pour la Renaissance communiste en France, qui sont le mouvement de jeunesse du PRCF, se réclament du marxisme-léninisme. Ce qui fait la différence entre des marxistes-léninistes qui appliquent en réalité la méthode marxiste-léniniste et avec les gauchistes, ce qu'on appelle les spontanéistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'on peut faire les choses sans étudier, etc., sans essayer de comprendre, c'est que les marxistes-léninistes s'inscrivent dans un héritage, qu'ils ont une galerie de textes gérés à leur disposition, non pas à prendre au pied de lettres, qu'il faut actualiser, etc., mais qui se nourrissent d'une certaine littérature et d'une certaine étude politique, philosophique, on appellera comme on veut. Donc on ne saurait trop recommander à cette jeunesse désireuse de s'investir dans la lutte pour le renversement du système capitaliste et son remplacement par une société plus juste, une société avec un système économique totalement différent, où les moyens de production seront au service du développement humain et non pas seulement la course au profit. On ne saurait trop recommander à ces jeunes la lecture d'un texte concernant la jeunesse, qui est le texte de Lénine, qui est un texte fondamental qui s'appelle « Les tâches des unions de la jeunesse », qui est un texte qui avait été prononcé par Lénine devant le congrès des unions de la jeunesse, donc des unions de la jeunesse communiste. Je pense que c'est un texte qui, à travers les âges, puisque on va fêter bientôt le centenaire de la Révolution d'octobre, a encore toute son actualité. S'il faut parler en ces termes, je dirais que c'est avant tout une sorte d'éthique communiste. Comment se comporter en tant que communiste pour faire advenir un société sans classe et s'ancrer au plus près des masses en réalité. Et donc ce sont des recommandations que la jeunesse dont la jeunesse doit prendre connaissance pour toute jeunesse qui veut être le compagnon de route, je dirais, du mouvement ouvrier et s'ancrer dans comme ça, et s'ancrer véritablement dans ses luttes de manière durable, etc. Pour servir la classe au mieux. Donc oui, je rebondis aussi sur le constat d'Armand Tristan qui a dit que, je ne sais pas de quel rapport est extrait ce sondage, qui dit qu'en première position, comme entité politico-associative, organisationnelle, la jeunesse déteste 1, les partis, 2, les syndicats et 3, les médias, c'est ça? Ouais, tout ça. Donc, en tout cas, oui, moi, en tant que militant, etc., j'ai plus souvent, en tant que cousin à la base, mais à Toulouse, des jeunes qui gueulaient lors de manifestations « La jeunesse en mer à la CGT ». Donc, je ne sais pas si ça donne une idée de l'envergure de la catastrophe, quoi, parce que à la base, c'est un chant, je crois que c'est la jeunesse en mer, le Front National, c'est un chant des Béliers Noirs. Donc là, c'était la jeunesse en mer à la CGT, et la plupart des gens, la plupart des jeunes totalement ignorants de ce que ça voulait dire et les répercussions du truc, gueuler après 2-3 agitateurs qui est la jeunesse en mer à la CGT. Donc, disons-le directement, les syndicats, et notamment celui qui nous intéresse ici, à savoir la CGT, ne sont pas parfaits. Il va falloir beaucoup de travail pour transformer la CGT en syndicat de masse, mais surtout de classe. Mais nous ne cesserons d'insister sur ce point néanmoins. La jeunesse doit absolument rejoindre en masse les rangs des syndicalistes, déjà pour se former à la lutte, et deuxièmement pour assister les camarades travailleurs dans leur combat. Donc on a droit dans une société libérale moderne à toutes les calomnies sur les syndiqués prétendument vieillots, inutiles, archaïques, feignants, donc comme Gilles l'a dit. Toutes ces calomnies doivent être ignorées et combattues, et il faut garder à l'esprit que c'est véritablement ce chantage à la ringardise ou à coup de CD monnaie. Ces genres de chantage sont véritablement les plus basses traces dont peuvent faire preuve les forces les plus féroces, les plus acharnés idéologues du libéralisme libertaire. Donc c'est en partie à la jeunesse, et c'est le rôle des organisations communistes, du mouvement jeunesse, d'appeler à se syndiquer, c'est un devoir, et c'est en partie à la jeunesse de sauver ce mouvement syndical, d'y investir ces énergies nouvelles, afin d'en améliorer tout simplement la propagande, à travers ses connaissances, je sais pas moi, en Photoshop, etc. Enfin, en tout cas, d'en rajeunir le caractère, la communication, mais aussi la force de frappe, à savoir la mobilisation dans les rues, etc. Autrement dit, pour répondre à une polémique, je ne sais pas si vous avez été au courant de cette polémique qui avait cours il y a quelques mois, à partir d'un article sur le site de Paris Lutte Info. C'est un article en fait qui avait été écrit par un membre des Black Blocs, donc des anarchistes autonomes, etc., en chaos et noir, qui traitait le service d'ordre de la CGT de CRS, ou je ne sais pas trop quoi, CRS-SS, en revoyant dos à dos le service d'ordre de la CGT et les CRS.
Pour le dire clairement, on insiste, nous, en tout cas au JRCF, on dira davantage aux camarades et aux jeunes camarades de s'investir massivement dans le service d'ordre à la CGT, qui permet à des familles de travailleurs de défiler dignement, etc., plutôt que de rejoindre les groupes de Black Bloc agitateurs qui sont pour la plupart des petits bourgeois en manque de sensations fortes et qui sont peur une ou deux fois par an en balançant des cocktails Molotov et en desservant la cause. Donc la tâche de la jeunesse aussi par rapport aux syndicats, parce que je pense que véritablement, si on veut véritablement réinvestir le mouvement ouvrier, ça passe par ce réinvestissement des syndicats. C'est aussi de porter la critique. Comme on l'a dit, les syndicats ne sont pas parfaits, il va falloir beaucoup de travail pour je dirais, clarifier les ambiguïtés actuellement de la direction de la CGT. On va pas revenir sur les problèmes que pose Martinez, etc. Enfin, là, dernièrement, avec des camarades, on en parlait. La CGT qui a annoncé des chiffres bien en deçà de sa propre mobilisation, ce qui est quand même assez curieux. Il y a Annie Lacroix-Ris, qui est notre historienne, enfin une historienne du communisme qui est au PRCF, disait il y a quelques années à la fête de l'humanité qu'il y avait une nécessité à porter la critique à l'intérieur des syndicats afin de les passer au crible. C'est-à-dire que le mouvement syndical, comme mouvement à investir au plus près des masses, doit toujours être soumis à notre critique et à notre critique communiste. Étant donné qu'il est le seul, d'autant plus d'ailleurs qu'il est le seul capable de défendre le terrain, sur le terrain des entreprises et contre la dictature des monopoles, les intérêts des travailleurs. Donc les problèmes que pose le fonctionnement bureaucratique de la machine, c'est un problème qui doit être traité. Et notre historienne dit qu'il faut débusquer et dénoncer ceux qui, dans un syndicat, participent à la collaboration de classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Henri Krasucki, etc., qui disait que la collaboration de classe au sein d'un syndicat est sûrement le plus grand chantier auquel doivent s'atteler les critiques, enfin ceux qui sont désireux de porter la critique au sein du mouvement syndical. Donc c'est-à-dire que la collaboration de classe, c'est quoi? C'est lorsqu'un syndicat censé protéger les intérêts d'une classe, la direction est en réalité au service de la classe opposée. Le gros problème de CGT ici, c'est que bon, elle fait partie de la Confédération européenne des syndicats, donc ça c'est un gros problème. Mais il n'est pas question de rentrer ici dans tout ce qui pose problème à la CGT, dans les éditions Martinez, mais de dire que si la jeunesse investit ce mouvement syndical avec cet esprit de discipline et cette intransigeance propre à la méthode marxiste-léniniste, elle pourra faire la CGT ce syndicat de classe et de combat qui manque tant à notre pays. C'est ce que les jeunes, entre parenthèses, du JRCF essayent modestement de faire, puisque le PRCF a mis sur pied une association, et ce depuis plusieurs années, intersyndicale, qui s'appelle le Front syndical de classe, qui tend justement à travers cette association qui rassemble des syndiqués de différents syndicats, de porter la voix d'un syndicalisme de classe. Ensuite, par rapport à la jeunesse, et ça rentre toujours dans mes recommandations, je dirais plus générales, c'est de rappeler la recommandation de Lénine, qui, lorsqu'on lui demandait comment devait s'y prendre la jeunesse pour faire advenir un socialisme, répondait 1. Étudier, 2. Étudier, 3. Étudier encore. Donc c'est-à-dire que la jeunesse doit absolument, et y compris lorsqu'elle se revendique du marxisme-léninisme, non seulement, enfin, et pas seulement, je dirais même surtout dans la posture, mais aussi en pratique, se former au marxisme, à l'histoire du mouvement ouvrier, et y compris reprendre le flambeau de la critique sociale en actualisant la lutte des classes, en dégageant les nouveaux enjeux que pose notre société actuelle, etc. Donc, comme le dit la formule, la jeunesse est une école révolutionnaire et la lutte politique, de toute évidence, est un social, donc théorique. Donc nous appelons la jeunesse à être à la fois critique et lutter contre le révisionnisme et à la fois contre le dogmatisme qui tend à faire du marxisme une doctrine fossilisée et donc immobile, ce qui constitue une contradiction dans les termes lorsqu'on parle de matérialisme dialectique. Donc c'est à la jeunesse donc que revient la tâche et le chantier immense d'analyser ces nouvelles mutations de la société libérale. Ensuite, je voulais parler à propos de... Enfin, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Tristan par rapport à ce qu'il appelle l'idéologie associative, avec des causes à chaque fois isolées, etc. Moi j'ai tel problème, etc. Je veux venir en parler, et on parle des problèmes de manière isolée. Moi je pense, et enfin je parle plus à mon avis, qu'il est fondamental de démontrer que le démantèlement successif auquel se livre le gouvernement de Macron et de Philippe s'inscrit dans une logique cohérente pour la classe capitaliste. En réalité, il faut toujours partir du principe que la classe bourgeoise est cohérente avec elle-même et qu'elle obéit à une logique de destruction qui lui est favorable.
dévoiler cette cohérence, cette logique de destruction bourgeoise totale, qui passe par le démantèlement évidemment de tous les acquis du mouvement ouvrier de 36 à 68, mais aussi de toutes les structures progressistes issues des grands événements révolutionnaires. Et c'est pour ça que nous nous réclamons par exemple de la Révolution française progressiste dans ces années 92 et 93, même si ça paraît à première vue étranger au mouvement ouvrier, en réalité ça ne l'est pas du tout. Aussi par rapport au CNR, où souvent certaines personnes moquent ceci en disant oui, le CNR ce n'est pas révolutionnaire. Non, le CNR est le meilleur compromis historique que la classe ouvrière ait pu trouver à un moment donné. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait des francs-tireurs partisans armés en France, c'est-à-dire qu'il y avait une armée communiste qui était levée en France et qui faisait trembler la bourgeoisie, tout simplement, qui avait collaboré dans son immense majorité. Donc en réalité, il ne faut pas se concentrer sur ces scandales isolés, des scandales particuliers. Évidemment, il faut le dénoncer, mettre l'accent dessus, parce que c'est nécessaire pour notre démarche d'agitation, etc., de formation, mais aussi de propagande. On ne doit pas s'y attarder sur les fraudes, les scandales économiques, l'empoisonnement alimentaire, mais en reconstituer la logique totale. Donc ça sera la différence avec les tenants, je dirais, de la stratégie populiste, et c'est ce qui va nous permettre de marquer une première différence avec ce qu'on doit combattre, après avoir soutenu dans un certain segment historique le réformisme. Il va falloir un jour s'émanciper de lui et proposer notre propre politique révolutionnaire. Donc les tenants de la stratégie populiste, eux, se focalisent sur les scandales en disant de l'argent, il y en a, s'il y a la crise, c'est à cause d'eux. Et c'est à cause du fait que certains aient pu profiter, qu'ils aient croqué leur famille, etc. Les authentiques, enfin communistes, et ceux qui se réclament du marxisme-léninisme, appliquent non seulement en parole, mais aussi en acte, je dirais, cette méthode, et reconstitue la trame logique et générale au sein de laquelle s'inscrivent ces scandales. C'est-à-dire que ces scandales ne sont pas la cause de la crise, mais l'effet de la crise. Et cette crise, c'est une logique interne au système même, c'est la crise structurelle interne du capitalisme. Donc, le rôle d'un parti communiste et de la jeunesse qui lutte pour rebâtir en France un parti communiste digne de ce nom doit être d'abandonner une fois pour toutes la stérile stratégie de la prétendue union de la gauche antilibérale, qui est portée par le PCF en ce moment, avec comme si Hamon et Jadot étaient des antilibéraux d'ailleurs. Et c'est aussi de ne pas être tenté par la stratégie populiste et mouvementiste qui est désireuse, enfin je parle des communistes là, de s'ancrer dans la durée, dans le mouvement ouvrier et d'une relation de combat qui est un moyen et non une fin, de continuer à marteler et à démontrer, à expliquer à la sortie des usines, des bouches de métro, dans les quartiers populaires, dans les lycées généraux et professionnels, dans les facultés, que nous sommes face à une crise du système lui-même, c'est-à-dire une crise à prendre dans sa globalité, et pas seulement une crise que pourrait résoudre quelques petits bouts de sparadrap ou de réformes. Donc c'est de là à prendre les mesures qui s'imposent, et c'est là ce que les GRCF proposons, c'est de désamorcer le processus non seulement de démantèlement du mouvement ouvrier, qui menace toute capacité future de mobilisation du mouvement ouvrier, démantèlement qui signifierait un véritable pourrissement d'histoire, donc l'extension sans limite de l'ordre libéral, la destruction de la résistance, mais encore la destruction de l'humanité tout entière. Donc ça c'est la conception exterministe, l'idée que la course au profit mènera l'humanité à sa perte. Donc les exigences d'une jeunesse cohérente et désireuse d'amorcer la rupture avec le capitalisme doit être d'exiger le désengagement et la sortie des unions impérialistes et ultra-réactionnaires que sont l'OTAN et l'Union européenne, la socialisation des moyens de production démocratiquement gérés, la construction d'une nouvelle économie au service des besoins de la population et non au service du profit, et non pas l'éloge d'un capitalisme sain, donc la formule d'Obama, ou d'un capitalisme à prétendu usage humain. Et donc c'est ici qu'il faut combattre le réformisme, lutter contre les sirènes du réformisme, et on sait à quel point la jeunesse a pu être attirée par ce réformisme. Le vote pour Jean-Luc Mélenchon est le premier vote de jeunes. Donc c'est à nous de récupérer les déçus et ceux qui vont forcément être déçus par les accomplissements, certes il y en aura s'ils arrivent au pouvoir, mais certainement limités, et qui se brisera forcément les dents face à ce que Mitterrand déjà appelé à l'époque le mur de l'argent, qui en réalité n'est rien d'autre que le mur de la réalité de la propriété privée capitaliste, des grands moyens de production. Donc il ne faut pas suivre aveuglément la France insoumise, le réformisme, mais un jour le combattre et s'en débarrasser.
très vite, je vais passer sur certaines mesures du programme de la France Insoumise. J'en parle parce que c'est ce qui attire les jeunes en ce moment, qui propose la baisse du temps de travail, l'augmentation des salaires, le développement des services publics. Certes, il y a des progrès. C'est pour ça que d'ailleurs le PRCF a fait un soutien critique mais dynamique, loin de tout sectarisme, vis-à-vis du programme de Jean-Luc Mélenchon. On parle ensuite de taxer les profits. Mais voilà, on parle de taxer les profits, c'est la seule mesure, je dirais, un peu anticapitaliste, on pourrait dire ça comme ça. Mais il y a des limites, de toute façon, un programme réformiste de cette manière. Si on ne sort pas du capitalisme, les conquêtes sociales que l'on peut arracher seront forcément limitées. Et le patronat, d'ailleurs, est largement en mesure de riposter. Elle organiserait son contrôle de l'appareil productif à ce moment-là pour se mobiliser contre les mesures réformistes. Elle fera une trêve des investissements, elle fera fuir les capitaux, etc. Et ça, un tel programme réformiste ne propose pas de solution pour empêcher ces mesures de contre-offensive. Nous, au contraire, nous devons proposer une nationalisation sous contrôle démocratique des salariés et des consommateurs des principaux leviers de l'économie, tels que les banques, l'énergie, le transport, la distribution. Pareil, par rapport aux réformistes, comment lutter contre l'impérialisme? Ils répondent tous du même bois par l'ONU. Mais bien évidemment, ça ne veut rien dire par l'ONU, l'ONU étant un certain bureau de concertation, parfois des grands pays capitalistes. Certes, c'est un organe international, le seul qu'on ait pour l'instant, mais ça ne suffit pas pour constituer une politique véritablement impérialiste. Et ça ne suffit pas à permettre une lutte contre l'anticapitalisme telle qu'elle existait du temps où il y avait l'Union soviétique, qui était quand même un rempart à l'impérialisme états-unien dominant. De la même manière, on peut prendre d'autres exemples de ces échecs réformistes. Il y a Syriza en janvier 2015 qui a été élu grâce aux masses grecques qui subissaient depuis 2009 des vagues de politiques d'austérité, donc exigées par la Troïka, donc l'UE, la BCE, le FMI. Pareil au Venezuela, Chavez avait eu cette justesse de dire la révolution bolivarienne ne pourra se poursuivre dans les limites du système capitaliste. Alors, on peut faire beaucoup d'analyses sur la situation actuelle au Venezuela, que nous soutenons forcément, puisque ça dit bien quelque chose en termes de rapport de force entre capital et travail, mais il est nécessaire de dire qu'à partir du moment où Maduro s'efforce de trouver un compromis avec la droite et la bourgeoisie vénézuélienne, jamais la révolution bolivarienne ne pourra advenir. C'est ici que nous intervenons, et c'est ici que nous devons expliquer que le socialisme, comme finalité, comme moyen pour advenir au communisme, est toujours l'incroyable modernité de notre cause, la seule alternative possible à un système qui roule vers sa tombe et redonner sa réalité à cette maxime sublime qui fait que le communisme est la jeunesse du monde. Je vais revenir sur la jeunesse, sur la chose qui est très important et qui est très encourageant. C'est qu'en réalité, l'Union européenne, que nous cessons de dénoncer depuis 2004, maintenant, de plus en plus de personnes nous rejoignent nos analyses, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. J'avais des camarades qui disaient que lorsque vous militiez pour la sortie de l'Union européenne en 2005, lors du référendum, vous étiez directement traité de fasciste ou de réactionnaire ou de tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, la jeunesse est de moins en moins encline à penser, si vous voulez, que l'Union européenne est quelque chose de progressiste. Il reste toujours la petite bourgeoisie estudiantine, ou même les étudiants en fac qui vont faire des années d'Erasmus, mais qui sont pourtant en voie de prolétarisation, etc. Mais il y a encore ce mythologique d'Erasmus, etc., qui profite en plus à une ultra minorité d'étudiants. Mais globalement, nous sommes de moins en moins sous la mythologie de l'Union européenne. Et c'est d'autant plus encourageant que nous sommes sûrement la génération qui, depuis l'âge de raison, a toujours été abreuvée de l'Europe de la paix, l'Europe de la coopération, de la fraternité entre les peuples. Donc c'est une offensive culturelle qui fait beaucoup de ravages. Certains ne la remettant même pas en question, d'autres appelant naïvement à la réformer, à coup de gel de l'Europe sociale, etc. À partir de là, c'est à nous d'investir le terrain de la jeunesse et de faire entendre la voix des militants franchement communistes et réellement internationalistes qui martèlent le caractère franchement réactionnaire de l'Union européenne pour la simple bonne raison que l'Union européenne est une des formes de dictature des grands monopoles capitalistes, mais qu'en même temps nous soutenons l'Europe des luttes, sachant très bien que si notre pays choisit la voie de l'indépendance nationale et en même temps le chemin du socialisme, c'est toute l'Europe des
travailleurs opprimés qui s'enthousiasmera et suivra. Et ça, comme le savaient les grands révolutionnaires d'il y a un siècle, puisque nous fêtons le centenaire, qui ne cessaient de regarder vers l'Ouest au moment où ils accomplissaient leur propre révolution, en sachant bien que même si un petit pays européen prenait la voie du socialisme, c'est l'Europe qui s'enflammerait et c'est le socialisme mondial qui pointerait le bout de son nez. Donc, c'est ici que nous devons nous mobiliser, nous devons recruter, nous devons proposer de l'éducation populaire et pour faire connaître les oppressions et les répressions auxquelles sont confrontés nos camarades, en particulier en Europe de l'Est, particulièrement nos camarades de Pologne et d'Ukraine qui subissent de plein fouet la répression anticommuniste et dont beaucoup sont en prison en ce moment. Et nous devons marteler le caractère franchement réactionnaire de l'Union européenne en rappelant notamment cette phrase de Alain Madelin qui est limpide de clarté: le traité de Maastricht agit comme une assurance tout risque pour le retour du socialisme en Europe. Donc c'est à nous, la jeunesse qui avait encore les forces vives. Je ne dis pas que les plus anciens camarades ne l'ont pas, mais il va falloir qu'un jour que vienne la relève, etc., d'embraser les consciences, de raviver l'esprit de classe et d'avoir le courage d'embrasser la cause patriotique en libérant notre pays de la prison européenne. Mais il va falloir aussi, face à cette prise de conscience du caractère. On peut aussi inviter des moins jeunes, des militants, pour en fait parler de leur expérience militante, comment ils se sont formés, puisqu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, le PCF était une école pour les jeunes. On s'y formait, il y avait des cours d'études marxistes peut-être à certains moments, enfin en tout cas il y avait toute une formation qui était organisée, des universités populaires. Certains d'entre vous nous sont tous connus, peut-être qu'ils peuvent nous en parler, et peut-être que nous, en tout cas je pense que c'est un de nos objectifs, c'est à court terme ou à moyen terme de pouvoir organiser ce genre de formation. Et à ce titre, je précise qu'à Paris, le 23 septembre commencent les cours d'histoire critique et d'études marxistes à Belleville, au café du Relais, voilà, rue de Belleville. Vous aurez les informations via le PRCF et les JACF sur Facebook à ce moment-là. Peut-être que des militants moins jeunes veulent parler de leur formation et comment ils ont connu les universités auparavant, au sein du PCF. Ou d'autres jeunes militants veulent intervenir peut-être. Non mais par rapport à cette distinction, oui, la théorie c'est bien beau, etc., mais la pratique c'est un relation. Ce que je voulais dire c'est que genre, évidemment quand tu vas lire, etc., tu vas acheter, je sais pas, la collection Marx Engels chez Folio, ça va pas t'aider. Ça va t'aider. L'idée c'est que la théorie, ça va pas servir à toi individuellement. Si, ça va te servir à toi individuellement, mais ça va te servir à construire une organisation qui puisse se défendre. À partir du moment où toi, je suis désolé, mais tu vas bien pouvoir faire tout seul. Le truc c'est que, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était un dirigeant du MEDEF qui disait on ne fait pas la même chose avec un parti communiste à 25% avec un parti communiste à 5%. C'est que, à partir de ton salut à toi, si je veux parler en termes humoristiques, ça passe par l'engagement, par l'état de nos forces et par si le segment historique dans lequel on est nous est favorable ou non. Après, la théorie, etc., ça ne va pas te servir à toi, en tant qu'individu, à payer tes factures, c'est évident. Mais par contre, c'est là où il va falloir préparer la riposte, préparer le rapport de force, et c'est là où le travail à Gilliatt, c'est qu'il n'y a que l'engagement qui permet de répondre à ça, les caisses de solidarité intergrévistes, tout ce qu'on veut. Et les rapports de force, on pourrait établir non seulement dans la rue, mais parce que la rue c'est aussi mythologie, et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les parades, il faut descendre dans la rue, mais les parades qu'on fait dans la rue, ça dérange de moins en moins le patronat. C'est là qu'il va falloir, à mon avis, s'organiser de manière plus durable et pas seulement sortir avec ses drapeaux, etc., rentrer chez soi, se compter, se prendre entre eux. Voilà, donc à mon avis, il n'y a pas de réponse immédiate à ton cas particulier comme il n'y en a pas à mon cas particulier, mais c'est un rapport de force qu'il faut construire sur la durée et voilà. La phrase en question, on ne fait pas la même chose, on ne fait pas la même politique économique, d'austérité, budgétaire, tout ce que tu veux, avec un parti communiste digne de son à 20% et un parti communiste à 5%.